Merci beaucoup Merci à toi. de prendre ton temps. Et là, j'ai pris une dette, non pas pour financer un actif, mais pour financer un passif. Donc, il faut aller petit à petit dans la crypto. Je dis toujours, sur le capital global, mettre à peu près 5 à 10% dans les cryptos. Il y a des habitudes qui vont prendre 3 ans, 4 ans avant de partir. D'autres, au bout de 21 jours, au bout d'une semaine, tu changes l'habitude. Le livre que je peux recommander déjà, c'est le livre de George Clason. C'est un livre simple, facile à lire. C'est L'homme le plus riche de Babylone. Il y a une citation qui me réveille et qui me motive le plus. C'est Albert Einstein qui dit Merci beaucoup pour, merci Achille. de prendre ton temps pour venir nous dire bonjour chez Chilo.tech. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu as une citation qui te motive, toi, qui te réveille, qui te permet de bouger le matin? Merci Achille, merci pour cette invitation à Chilotech. Je suis vraiment ravi d'être là avec toi, de partager ces moments ensemble. C'est moi. Alors, la citation, oui, j'en ai beaucoup de citations, mais il y a une citation qui me réveille et qui me motive le plus. C'est Albert Einstein qui dit « Tu ne peux pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celui qui l'a créé. » Moi, je pense que... c'est une belle citation, hein. Je l'aime bien cette citation-là, mais moi, je pense que la meilleure personne qui puisse trouver la solution à ton problème, c'est toi-même. Exactement. Exactement. Et c'est pourquoi tu ne peux pas, en gros, tu ne peux pas vibrer sur la même fréquence. La fréquence qui a créé le problème ne sera pas la même fréquence qui va résoudre le problème. Ouais. Ok. Donc du coup, moi c'est comme ça que je prends cette citation pour dire, je peux avoir un problème, mais si je garde le même état d'esprit que lorsque le problème a été créé, je ne pourrai pas résoudre le problème. Donc du coup, je suis obligé de faire augmenter un peu mon état d'esprit pour pouvoir dompter le problème et résoudre le problème, que ce soit avec l'argent ou dans la vie quotidienne. Si on garde le même niveau de pensée, on ne pourra pas résoudre le problème qu'on a créé ou le problème auquel on fait face. Pour toi, c'est une histoire de mindset. Donc ça, c'est une citation qui... Exactement. C'est une citation qui me rappelle à chaque fois qu'il faut plutôt développer le mindset pour faire face aux problèmes de la vie quotidienne. Ce que tu dis là, vraiment, ça met aussi le cadre dans lequel moi, j'ai eu la chance de te connaître. Moi, j'appelle ça la chance toujours, parce que quand je tombe sur quelqu'un qui apporte quelque chose dans ta vie, ou bien dans des informations en plus que tu n'as pas au quotidien, moi, j'appelle ça la chance. Et moi, je suis tombé sur tes vidéos sur TikTok, en fait, là, où ta chaîne, justement, c'est le mindset, si j'ai tout dit. Franchement, ce que tu partages, moi, j'appelle ça des pépites, en fait, quoi, tu vois. Et du coup, pour ceux qui te voient là pour la première fois, en fait, là, dis-nous un peu qui tu es, ce que tu fais au quotidien, ce que tu apportes aux gens. Du moins, ce qu'on va apporter aux gens là, au bout de notre échange là maintenant. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens me découvrent sur TikTok. Je suis présent sur les réseaux sociaux depuis 2019 à peu près. Et j'ai beaucoup traîné sur Facebook, sur Instagram, où j'ai essayé de développer ma communauté. Et à un moment, j'ai pris la décision de me lancer sur TikTok. Parce que je voyais que TikTok était une plateforme qui avait beaucoup de potentiel, mais qu'on n'exploitait pas, que moi, personnellement, je n'exploitais pas. Et donc, c'est là où je me suis lancé, et ben, c'est là où on s'est connus aussi. Ce que je dirais, qui est vraiment le coach Eudes? Donc, de formation déjà de base, je suis ingénieur de formation. Ingénieur en génie industriel et avec une spécialisation en lean management, lean manufacturing. Parcours atypique, ingénieur de formation. Et après cette phase ingénieur, je commence à travailler en tant que cadre dans les multinationales. Je suis passé par L'Oréal, je suis passé par Vossloh Cogefer, qui est une entreprise dans le ferroviaire. Et là, dans ces entreprises, j'occupais toujours la même fonction d'ingénieur amélioration continue. En gros, le lean, en fait, c'est de l'amélioration continue. À chaque fois, on essaie de voir comment faire pour éliminer dans les process de fabrication ou les process support, que ce soit dans l'informatique, les RH. On travaille avec tous les services.
Le but, c'est de détecter dans différents services les points d'amélioration, que ce soit en termes de flux, que ce soit en termes d'organisation. Donc, c'est ça le rôle de l'ingénieur Lean, c'est faire ce qu'on appelle, nous, en termes Lean Management, la chasse au gaspillage. Aller chasser un peu là où on peut trouver des gaspillages dans un process de fabrication. Donc, c'est ce que je faisais pendant des années. Et là, en faisant cela, on est obligé, nous, en tant que Lean Manager, d'avoir un ROI, un retour sur investissement, sur tout ce que nous faisons. Donc, un chantier doit avoir un retour sur investissement. Et en faisant la chasse au gaspillage, on réduit les coûts, on améliore la rentabilité de l'entreprise. Et c'est là où est parti le déclic pour moi, pour le monde financier. En étant dans le monde industriel, j'ai eu le déclic sur les finances. Je me suis rendu compte que le travail que je faisais au quotidien en entreprise pouvait servir aussi à d'autres personnes. Et pourquoi ne pas prendre cette connaissance-là, ramener cette connaissance auprès des particuliers, par exemple, auprès des entrepreneurs. Et c'est là où je m'oriente maintenant vers le coaching et la formation, parce que j'avais déjà cette fibre entrepreneuriale en moi et surtout le côté finance personnelle, parce que toutes les personnes qui me côtoient depuis 2016 quasiment savent que je ne peux pas passer toute une journée sans te parler d'argent, sans te parler de gestion financière. Et je me suis dit, il faut que je mette un cadre à tout cela. Je me suis spécialisé en tant que coach professionnel. Donc, j'ai pris une formation de coaching à la Haute École de Coaching de Paris. Et là, je me retrouve maintenant en face de toi aujourd'hui en tant que coach. Et ça fait depuis 2021 quasiment que j'ai commencé à faire du coaching et je me suis professionnalisé là-dedans. Ça, c'est très intéressant tout ce que tu dis là. Parce que moi, certainement les gars vont dire, mais nous on parle d'informatique sur cette chaîne, mais ce que j'ai voulu voir avec toi, c'est, moi qui suis informaticien, au départ, j'ai fait mon parcours d'abord en entreprise comme au départ, comme tout le monde, et après je me suis mis à mon compte en fait. Donc aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle facilement un freelance, même si je me considère plus comme un solopreneur. Un solopreneur. Quand même. Je me considère plus un solopreneur qu'un freelance en fait aujourd'hui. Quand on est freelance ou quand on est solopreneur, surtout dans l'informatique, on est dans des métiers où il y a beaucoup de marge, on va dire ça comme ça. Si on s'arrange bien dans l'informatique, on peut faire 80% ou 70%, même 90% de marge en fait, quoi. Par exemple, c'est pas chaque jour qu'on achète les ordinateurs. Et donc, nous, les informaticiens qui sommes freelance, en fait, on a donc un besoin de diversifier, en fait, tu vois. De dire, ce que j'ai gagné là, je ne vais pas tout me payer en salaire ou bien je ne vais pas tout gagner, en fait. Et donc, moi, ce qui m'intéresse surtout avec toi, le coach, c'est de dire, pour vous qui êtes informaticien, au final, voici comment vous pouvez diversifier en fait vos revenus en fait tout simplement et ne pas être bloqué le jour qu'on n'a plus de mission, quoi. Parce que des fois vous n'avez pas de mission, ce qu'on appelle l'intercontrat. Il faudrait donc rapidement on ait anticipé cette partie-là de ce qu'on a gagné, comment on diversifie ça pour pouvoir vivre longtemps en fait, tu vois. Et donc en préparant notre échange, j'ai vu que toi tu es passé en 2019 par une partie un peu difficile de ta vie là, où tu t'es retrouvé endetté à hauteur de quoi, 10 000 €, si je peux demander. Comment tu en es arrivé là, quoi, d'abord? Merci, Achille. Oui, c'est une très, très bonne question. Et à chaque fois que je réponds à cette question, je ressens toujours cette émotion, en fait, qui monte. En 2019, comme je dis, je me suis retrouvé endetté pour des erreurs de débutant. Et quand je dis des erreurs de débutant, lorsque je commence en tant que cadre en entreprise, et je partage cela même dans un des livres que je suis en train d'écrire. Quand je commence en tant que cadre, qu'est-ce qui se passe? Comme tout jeune cadre, lorsqu'on commence en entreprise, on a un très bon salaire. On a un très bon salaire et on se dit, j'ai le pouvoir d'achat. J'ai un bon salaire, j'ai un cadre de vie qui me permet aujourd'hui de faire tout ce que je veux. Et lorsque je commence, moi, en tant que jeune cadre, la première erreur que j'ai commise, c'est quoi? C'est d'aller prendre un crédit consommation. Aller prendre un crédit consommation pour acheter ma voiture. Je me dis, bon, je viens de signer mon contrat, c'est intéressant pour moi d'aller prendre un crédit et acheter une belle voiture. Quand même, il faut bien que les gens sachent que je suis quand même ingénieur, je suis cadre, donc il faut que je me mette à l'aise. Et donc, je suis allé prendre un crédit pour faire cet achat.
Et quelques années après, ça s'est révélé pour moi une stupidité. Je me suis dit, j'aurais peut-être, avec un autre schéma mental, fait les choses différemment. Au lieu de prendre un crédit pour acheter cette voiture, je pouvais peut-être économiser. Ouais. Mais en ce temps-là, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat hein, depuis 2017, tu vois. Je faisais déjà des activités en Afrique, mais je n'avais pas un mindset financier évolué. Ouais. Et c'est ce qui m'a plongé là dans cette dette. Et ça m'a pris quelques années pour me rendre compte que c'était une erreur que j'ai eu à commettre et rattraper cette erreur. Et donc, il fallait, en gros, travailler un peu plus dur, mettre un peu plus d'argent de côté, rembourser rapidement cette dette afin de me libérer de cette dette. Et quand j'ai compris qu'il y a des bonnes et des mauvaises dettes, et depuis ce jour, je sais maintenant quel genre de dette que je peux prendre et quel genre de dette il faut éviter. Du coup, le jour où tu as compris les bonnes dettes, les mauvaises dettes, en fait, là, c'était ton élément déclencheur, si je comprends bien, si je veux dire ça comme ça, quoi. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? J'avais eu une opportunité, je réside à Reims, j'avais eu une opportunité, il y avait une boutique qui était quasiment à la faillite. Et je connaissais le propriétaire qui était en train de revendre en fait son actif. Son fonds de commerce. Donc son fonds de commerce, exactement, son fonds de commerce. Et je me suis dit, c'était une belle opportunité pour moi. Sauf que je n'avais pas de liquidité. Je n'avais pas d'argent pour pouvoir faire cette transaction. Je me suis rapproché de la banque pour voir s'il était possible de prendre un crédit. Et il s'avère que le banquier me fait comprendre que par rapport au crédit que j'avais déjà en cours, je n'avais pas la capacité d'avoir un deuxième financement, surtout pour ce type de projet que je voulais me lancer. C'était une boutique de quoi? Et c'est là où je... Tu disais? Il faisait dans quoi dans la boutique? La boutique, en fait, c'était un truc un peu informatique, comme on vend des accessoires de téléphone, on fait de la réparation et tout. Voilà, c'était multiservice, hein, il y avait beaucoup de choses à la fois. Mais c'est quelque chose qui donnait bien, en fait, dans le coin. Mais l'entrepreneur n'arrivait plus à gérer. Il avait vraiment une mauvaise gestion de cette petite entreprise. Et quand je me retrouve bloqué face au banquier, c'est là où je commence à réaliser que la dette que j'ai peut me rattraper en fait au fil des années. Et même en ce temps, quand je faisais l'estimation pour un crédit IMO, je sentais que ma capacité d'emprunt était réduite. Ouais. Et donc, en lisant les livres, en prenant des coachings, parce que j'ai suivi pas mal de coachings avec des entrepreneurs américains surtout, et c'est là où j'ai compris qu'il fallait vraiment se débarrasser en priorité de cette dette qui avait un taux quand même assez élevé et qui m'empêchait, moi, de pouvoir faire face à d'autres projets futurs. Et c'est là où est parti mon déclic. Et là, j'ai pris une dette, non pas pour financer un actif, mais pour financer un passif. La voiture en soi, c'est un passif. Parce que pour moi, la voiture n'était qu'un passif, parce que c'est vrai que ça me permettait d'aller au boulot, mais en gros, je pouvais aller au boulot par transport en commun. Ouais. Tu vois? Après, ça dépend où tu es positionné dans la ville aussi, où tu es localisé dans la ville de Reims. Mais au final, exactement. Si tu es à, je sais pas moi, par exemple, je vis autour de Rennes, je suis à 25-30 minutes de Rennes en fait, quoi. 20-25 minutes de Rennes. Donc, nous, si tu n'as pas la voiture, ta journée, il faut bien que tu la calibres sur le bus qui va passer dans le coin en fait, quoi, tout simplement. Hein. Après, ça dépend aussi. C'est contraignant. C'est des choix à faire, quoi. Exactement. Et c'est très contraignant, c'est vrai. Et pour mon cas, c'est vrai que la voiture était une nécessité parce qu'il fallait aller au boulot. J'avais quand même 45 minutes de route pour aller au boulot. Mais dans la philosophie, tu vois, dans l'état d'esprit de la gestion financière, une voiture qui ne te rapporte pas de l'argent directement, c'est du passif. Mais, ce que tu dis là, moi, je mets une parenthèse autour de ça, c'est quand tu as une vie de famille, c'est très difficile de passer d'une voiture, en fait, aujourd'hui en Europe, surtout, quoi. Exact. Du coup, c'est un passif qu'on est un peu obligé d'avoir, ou pas? C'est ça, c'est un passif qui est nécessaire. Ouais, je vois, parce qu'on veut bien parler, moi je dis bien, on peut parler de tout le temps d'actifs et d'actifs, des choses qui rapportent en gros, de manière très simple. Mais en tant qu'être humain, on a aussi des besoins qu'on est obligé de combler
à partir des gains qu'on a eu des actifs aussi, au final. C'est ça. Donc, la voiture, quelque part, c'est un passif qu'on est un peu obligé d'avoir ou pas? Exactement. On est obligé parce que de toute façon, c'est le premier passif qui va me permettre de générer mon salaire, d'avoir mon salaire. Parce que si je ne pars pas au boulot, je ne pourrai pas avoir ce salaire-là. C'est bien ça. C'est vrai que la voiture va me coûter en frais, en entretien et autres, mais c'est un passif qui est nécessaire. Par contre, là où moi j'ai fait l'erreur, c'est dans le mode de financement en fait de ce passif. Tu l'aurais fait comment toi? Bon, je pense que j'avais la capacité d'économiser pendant 4 mois, 5 mois et acheter cette voiture-là. Tu vois, j'étais pas obligé en fait de prendre le prêt. Je pouvais me faire violence, faire des économies et acheter directement. Ah, ça, c'est pas faux. C'est vrai que dans l'idéal, si tu peux économiser pour acheter ta voiture, derrière, tu es tranquille. Après, du coup. C'est ça. D'autant plus, Achille, j'ai oublié de préciser, d'autant plus que je n'étais pas à pied. Tu vois, j'avais déjà une voiture. Ah oui, d'accord. Mais c'était une petite voiture en fait. Et du coup, je voulais juste plus confortable. C'était exactement, mais je pense que c'était beaucoup plus des besoins d'estime, tu vois. Les gens veulent se sentir valorisés, tu vois. C'était plus ça en fait quand on voit dans la pyramide de Maslow, c'était pas un besoin de sécurité ou quoi que ce soit. C'était beaucoup plus un besoin d'estime. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Après, quand on n'a pas l'éducation financière qui va avec, peu importe l'argent que tu auras, tu feras ce que ton entourage ou la société fait autour de toi tous les jours. Exactement, parce que tu as comme modèle que ton entourage. C'est ça, ouais. Après, avoir comme modèle son entourage, c'est souvent positif, ou alors c'est pas très valorisant aussi, parce que si dans ton entourage, personne ne parle d'investissement, par exemple, il n'y a pas beaucoup de notions que tu auras pour investir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'information à portée de main. TikTok, c'est pas seulement pour lire des blagues ou bien pour regarder des gens comme toi aussi, pour apprendre des choses. Il y a pas que TikTok, il y a beaucoup de positifs, même si certains voient beaucoup de négatifs qui sont mis en avant, quoi. Après, c'est relatif aux gens aussi, bien sûr, tout simplement. Exactement. De toute façon, que ce soit TikTok ou pas, ce qu'on vit sur TikTok, on le vit dans la vie de tous les jours. Tu peux t'entourer du positif comme tu peux t'entourer du négatif. C'est chacun qui fait ses choix. Quand tu viens sur TikTok, c'est à toi de faire le choix. Si tu es là pour te divertir, tu vas te divertir. Si tu es là pour apprendre, tu vas suivre des chaînes comme Achille qui nous forment sur l'informatique et tout. On apprend beaucoup en fait. Tu vois, il y a beaucoup de chaînes qui parlent des choses qui font avancer la société. Après, on est d'accord qu'il y a 80% de divertissement. Et c'est ce qui est le plus mis en avant aussi, par la société ou bien par les algorithmes de TikTok, en fait, pour qu'on soit un peu addict au scroll, en fait, quoi, et rester là le plus longtemps possible. C'est ça. C'est ça. Bon, moi, je vais te parler aujourd'hui des informaticiens, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, c'est ce que je côtoie le mieux au quotidien, j'ai envie de te dire. Je vais te prendre un cas d'école, comme ça, et puis on va travailler autour de ce cas d'école-là, tu vois. Quand on est freelance comme moi, par exemple, là, le chiffre d'affaires à l'année, c'est entre 70 000, 150 000, voire 200 000. Ça, c'est le chiffre d'affaires. En gros, ce que tu factures à tes clients. La fourchette basse, grosso modo, c'est 70 000. La fourchette haute, c'est à partir de 100 000. On va dire ça comme ça. Sauf que il y a une période qu'on appelle chez nous une période d'intercontrat, qui est un peu partout aussi, qui appelle une période d'intercontrat. Ça veut dire que j'ai un contrat avec un client pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et au bout des 3 ans, ça se termine, il faut que je trouve un autre. La conjoncture aujourd'hui actuelle fait par exemple que trouver un prochain client pour enchaîner dessus, souvent, c'est pas facile. Comme tu n'es pas salarié, tu n'as pas de droit au chômage, parce qu'on est en France. Tu n'as pas d'autres revenus en gros, de manière très simple. Ce que je te dis là, c'est valable en France, aux États-Unis, n'importe où. Parce que si tu n'as pas un contrat sous la main, tu as une période d'intercontrat parce que c'est la période où tu dois prospecter pour trouver de nouveaux clients. Même si tu as anticipé avant, des fois, tu ne trouves pas. Et donc, maintenant, il faudrait donc que le jour où tu es entré chez ton premier client qui t'a ramené du chiffre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, que le jour que tu sortes de là, que tu puisses même te dire, j'ai un matelas de 6 mois, 7 mois pour vivre sans problème. Sauf que, malgré ça, on arrive toujours à avoir autour de nous, et même moi, ça m'est arrivé, de tomber dans des situations qui font que la période où tu n'as pas le contrat, ça devient difficile à vivre pour toi. Parce que la période où tu avais le contrat, tu t'es mis bien aussi, on va dire ça comme ça.
C'est ça. Tu t'es mis bien. Tu dis, mais c'est moi qui bosse, faut même que je me mette à l'aise, quoi, tu vois. Est-ce que c'est des choses que tu vois avec des gens avec qui tu discutes ou bien avec des... Oui, franchement, c'est classique. C'est classique. Je dirais pas que des freelances, ok, informaticiens. Je dirais les auto-entrepreneurs, Ouais. la profession libérale, toutes ces personnes-là, que tu sois infopreneur, coach, freelance, informaticien, la problématique est là et elle est réelle. D'accord. Nous avons une activité qui peut être saisonnière. Tu as du chiffre d'affaires pendant 1 année, 2 ans qui rentre et après, tu as un client qui est en fin de contrat et là, tu dois aller prospecter pour avoir d'autres clients. Il y a 2 cas de figure, je dirais. Il y a des freelances qui sont bien payés, donc qui gagnent bien, tu vois, tu donnais des chiffres entre 70 à 200 K annuels, c'est possible, en tant que freelance. Ces personnes sont bien payées, mais restent quand même vulnérables. Pourquoi? Parce que lorsque tu arrives dans cette période d'intercontrat, tu te rends compte que tu n'as plus de trésorerie, tu n'as plus d'argent de côté pour pouvoir faire face soit aux charges que tu as, soit faire face à ton train de vie. Ça, c'est le premier schéma. Le deuxième schéma, c'est ceux qui vont avoir ces niveaux de revenus, qui vont avoir aussi, en même temps, ce que tu venais de dire, le matelas de sécurité. En cas d'intercontrat, on a de quoi faire face en attendant de trouver un nouveau contrat. Je vais prendre un exemple qui est hors de ton champ d'action, c'est un coach. Un ami que j'aime beaucoup, qui est coach aussi. Et lui, l'année dernière, il a eu un très bon chiffre. Mais sauf qu'en début d'année, entre janvier et il y a récemment, il y a même pas 1 mois qu'il a repris vraiment l'activité. Donc, il a eu 4 mois sans clients. Et pendant ces 4 mois, il faut faire face aux charges. Comment tu fais? Tu vois? Et la personne n'a pas pu tenir. Mais heureusement qu'avec des anciens clients qu'il avait, il a pu avoir un nouveau marché qui, aujourd'hui, commence à faire entrer du cash dans son entreprise. D'ailleurs, tu sais ce qu'on dit? On dit que c'est mieux d'avoir un marché d'un ancien client que de trouver un nouveau client, en fait. C'est peut-être plus facile. C'est peut-être plus facile, oui, d'aller vers un ancien client que de prospecter et gagner un nouveau client. Maintenant, ce qui se passe avec les freelances, c'est quoi? On gagne beaucoup d'argent. Beaucoup, c'est mais c'est relatif, oui. Allez, on va dire, on se fait quand même un bon chiffre d'affaires. Ça, c'est pas faux quand même. C'est vrai que quand tu fais 100 000 à l'année, tu ne dois pas te plaindre. Ça, c'est pas faux. Oui, surtout quand tu es seul. Ouais. Tu vois, tu es seul et que tu arrives à générer 100 000 à l'année, c'est pas négligeable. Non, pas du tout, pas du tout. Ces personnes gagnent beaucoup d'argent. Je dis suffisamment d'argent. Le problème, ce n'est pas de gagner l'argent. Parce que gagner l'argent, ça ne suffit pas. Donc, une fois que tu gagnes, il faut déjà savoir comment garder cet argent. Une fois que tu sais comment garder, il faut apprendre à multiplier cet argent. Et surtout, donner à ton argent une mission précise. Et c'est là où beaucoup de gens, je dirais, pêchent. Dans le sens où on sait générer des revenus, Achille. Mais on ne sait pas comment gérer ce que nous générons. On ne sait pas comment garder une partie. Ça fait 2 boulots. Ça fait 2 travaux en même temps. Exactement. Parce qu'il y a un travail pour générer l'argent. Et un autre travail qui est de gérer l'argent. Donc générer, c'est une chose. Gérer, c'est encore autre chose. C'est pas le même travail. C'est pas la même personne souvent. Ou le même cerveau. Oui. Mais c'est pas la même personne, comme j'ai dit, pour le même cerveau. Mais il faut comprendre que gagner, c'est l'étape numéro 1. Et ça, tout le monde peut le faire. Non plus, hein. Il n'est pas le plus facile non plus parce qu'il faut des stratégies, il faut de la visibilité, il faut un peu de marketing pour se faire connaître. Mais une fois que tu commences à gagner, si tu dilapides ce que tu gagnes, tu tournes en rond, en fait. C'est bien sûr, bien sûr.
Et tu vas voir quelqu'un qui est là, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans en freelance. Quand tu fais le total de tout ce que tu as pu encaisser, tu te retrouves avec des millions. Mais quand tu vois ce qui te reste, tu n'as même pas des centaines, des milliers d'euros. Bah, centaines, tu es bien gentil. Là, il y a même des dizaines, problème. c'est pas facile. Même voilà, là, il y a un véritable problème. Et le problème se trouve à quel niveau? Moi, je dis toujours, soit on est une passoire, soit on ne l'est pas. Si on ne sait pas déjà gérer les finances personnelles, il sera difficile de gérer les finances d'entreprise. Surtout quand on est freelance, on est seul, on n'a pas une grosse équipe, des comptables, ainsi de suite. Il sera difficile parce que tout part des décisions financières que nous prenons. Générer le cash, c'est bien. Conserver ce cash, c'est mieux. Apprendre à multiplier ce cash, c'est encore mieux parce que si tu as des entrées chaque année au niveau de ta structure, cet argent-là, si tu arrives à garder une partie et si tu arrives à multiplier cette partie-là, bah, à un moment, tu ne vivras plus de ce qui rentre dans le business. Tu vivras de ce qui est généré par tes investissements. Bon, ce que tu dis là, comment on dit ça? Je bois tes paroles comme si on lisait la Bible, sans rien dire. Du coup, moi, si tu es un freelance qui vient te dire, je veux que tu m'accompagnes, qu'est-ce que tu lui mets en place en fait? Sur la base de ce que tu dis comme cas d'école là. Oui. Donc, sur la base de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, si un freelance veut un accompagnement, déjà, dans un premier temps, il faut savoir quantifier ce qui rentre dans notre tuyau. Qu'est-ce qui rentre dans le tuyau? Par rapport à ce qui rentre dans le tuyau, tu me disais dans nos échanges messages qu'il arrive parfois qu'on a des marges de 90%. Bah oui, 90%. Tu vois? Allez, bon, on va dire 90, on va laisser d'abord 90, on va prendre même une marge de 50-60%. Ça, c'est bien, ouais. Tu vois, quand tu as déjà une marge de 60%, il faut savoir quantifier ce qui rentre. De ce qui rentre, mets une structure, un cadre qui va te permettre déjà, dans un premier temps, de pouvoir donner la direction à ton argent. Admettons que j'ai fait 100 000, 100 cas de chiffres. Dans les 100 cas, si j'ai 50 cas par exemple, qui partent dans les charges et il me reste 50 cas. Si j'arrive à prélever une partie dans ces 50 cas, qu'est-ce que je fais de cet argent? Je vais commencer par exemple par mettre. Quand tu dis que tu mets une partie en fonds de sécurité, quand tu crées un compte dans lequel tu vires ce fonds de sécurité, concrètement, comment tu fais ça? Alors ça va dépendre de plusieurs paramètres. Aujourd'hui, si tu es en solo entrepreneur, auto-entrepreneur, quel genre de statut tu as, tu vois, tout va dépendre vraiment de Moi, comment je te parle de freelance, le mec qui est seul dans son coin, qui a son argent qui tombe seulement par lui. Il est le comptable, le commercial, le marketeur, tout. Il est tout. Oui. Donc, une fois que tu as payé tes charges, une fois que tu as payé l'URSSAF et tout, parce que tu te prélèves peut-être un salaire, tu vois. Et une fois que tu as fait tout ça, bah, ce qui te revient à toi, il faut savoir le peu qui me revient à moi, mettre de côté dans un compte à côté. Il faut savoir séparer les flux. Moi, je dis toujours, il faut séparer les flux entre le flux principal de l'entreprise et le deuxième flux que tu vas créer qui est un flux personnel. Ouais. Parce que si on ne fait pas la dissociation, ça sera difficile en fait de bien piloter efficacement son entreprise. Parce qu'on va tout confondre. La nourriture va passer là-bas, le téléphone perso passe là-bas, tout passe là-bas. Ben, à un moment, on mélange les flux. Moi, aujourd'hui, j'ai deux flux. Il y a le flux de l'entreprise et il y a mon flux personnel. Oui. Donc déjà, commencer par dissocier cela. Ça va permettre de mettre en place un cadre. Comme je disais, si tu ne donnes pas la mission à ton argent va aller dans tous les sens. Donc c'est toi qui vas définir cette mission-là. Pour dire, OK, moi je veux créer un compte épargne à côté où je vais commencer à virer chaque mois 400 € ou 500 €. Ça, c'est pour mon matelas de sécurité. En cas d'intercontrat, je sais que je peux piocher là-bas. Donc, matelas de sécurité d'abord, c'est la première étape pour toi. Oui, pour moi la fondation. La fondation, c'est d'avoir une sécurité. Une fois que tu as cette sécurité-là, la deuxième étape, c'est maintenant de constituer l'apport pour tes investissements.
Et Ouais. en matière d'épargne, c'est valable pour les particuliers, c'est valable pour les freelances. Je dis toujours, il faut deux composantes dans l'épargne. La première composante, c'est la composante sécurité. C'est tu mets un peu d'argent de côté. Et je ne suis pas dans les détails des mois pour dire il faut mettre 6 mois, 12 mois de côté, mais ce que tu sais qui peut tenir, faire face à tes problèmes. En cas d'intercontrat, comment tu peux subvenir à tes besoins. Une fois que tu as mis cette partie de côté, tu constitues une deuxième partie qui est la partie qui va aller travailler pour toi. C'est ton armée maintenant. Et c'est cette armée que tu vas envoyer en guerre. Mhm. Et la guerre, c'est l'investissement. Parce que là-bas, cette armée peut gagner comme cette armée peut perdre. Mais on va avec la mentalité de vainqueur pour se dire on va gagner. Et donc, je dis toujours, si tu as 10 000 euros, admettons, pour donner des chiffres, si tu as 10 000 euros d'épargne, tu vas les diviser en deux composantes. 40% en épargne de sécurité, donc 4 000 euros pour faire face aux aléas en cas de problème. Et 6 000 euros que tu vas injecter dans les marchés, soit dans les marchés financiers, soit constituer un apport IMO. Tout dépend de la stratégie que tu veux et des objectifs que tu as à moyen ou à long terme. Ce que je vois là, c'est que tu ne conseilles pas la stratégie de la grand-mère qui dit gagne beaucoup et dépense le moins possible. Oui, pour moi, ça, c'est des b.a.-ba. Toi, tu es plus. On passe à l'action, quoi. On fait travailler l'argent, on va dire ça comme ça. Oui, mais tout cela nécessite, Achille, tout cela nécessite d'avoir l'équilibre, en fait, dans ses finances. D'accord. Quand je parlais de séparer les flux, c'est aussi pour cet objectif, qui est de gagner beaucoup, réduire tes dépenses. Mais pour cela, il te faut une clarté, en fait. Il te faut une clarté. Si tu ne sais pas mesurer ce qui entre et ce qui sort, il te sera difficile même d'aller investir. Du coup, donc la fondation, c'est ça. La fondation, c'est je gagne des revenus, j'essaie de mesurer ce que je gagne, je limite au maximum mes dépenses, et ce qui va me permettre d'épargner. Donc, ça veut dire que si tu pars dans cette logique-là, qui est de dire je gagne assez pour être à l'aise et je retire ce qu'il me faut pour vivre, le reste, je me mets à l'épargner. C'est quoi la différence pour toi entre épargner et investir ses sous? Où est-ce que tu poses la différence, toi? La différence, pour moi, va se situer au niveau des objectifs. Parce que, en gros, l'épargne, c'est aussi une forme d'investissement. Okay. L'épargne est une forme d'investissement si cette épargne est en train de travailler. Quand on prend de l'argent, on met de côté dans un livret A ou dans un compte épargne, c'est de l'investissement. D'accord? Mais c'est de l'investissement pour moi qui ne va pas travailler à la même vitesse que si tu t'exposes sur d'autres instruments financiers. Parce qu'un livret d'épargne, c'est un support d'investissement. D'accord. Mais qui est rémunéré à 3%. Par contre, tu vas avoir d'autres supports qui sont rémunérés à 8%, à 10%, à 12%, où tu peux aller chercher beaucoup plus de rendement. Par rapport à ton éducation financière ou à ton intelligence financière, on peut faire le choix d'un support ou pas. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, le premier support qu'on connaît, c'est le livret d'épargne. Ouais. Donc, on va mettre de l'argent de côté, on épargne. On va épargner, sauf que cet argent-là va dormir pendant des années à un taux à 3%. Oui. Par contre, lorsqu'on a une éducation financière qui est un peu plus évoluée, au lieu de garder l'argent sur un compte épargne, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers d'autres supports d'investissement. Par exemple, l'assurance vie, qui est déjà beaucoup plus rentable qu'un livret d'épargne. On va aller sur des assurances vie ou on va aller, par exemple, dans la bourse pour aller placer son argent, pour aller rechercher un peu plus de rendement. Ou pour ceux qui aiment un peu plus le risque comme moi, je vais mettre une partie de mon capital dans les crypto-actifs. Mais tout cela va dépendre déjà des objectifs que tu as toi en tant que freelance. Quels sont tes objectifs à moyen terme ou à long terme? Et surtout, une chose essentielle et même capitale, je dirais, c'est ta tolérance au risque. Ouais. Quel est le risque que tu es prêt aujourd'hui à prendre? Après, ça c'est propre à chacun, en fait, la tolérance au risque, bien sûr. Exactement. C'est pourquoi il est difficile, je dis toujours, il est difficile
de donner un conseil générique, surtout en termes de finances. Tu vas dire qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non. Ça dépend vraiment de chaque personne qu'on en face. La situation familiale d'Achille n'est pas la même situation familiale que Boris. Oui. Et donc, du coup, les objectifs financiers qu'auront Achille ne sont pas les mêmes objectifs financiers que Boris. Et donc, on ne peut pas donner le même traitement à Boris et à Achille. C'est sûr qu'il faudrait d'abord, bien sûr, avoir, je pense, ce que tu appelles donc, au final les bases, ou bien la situation, le contexte de la personne, c'est ça qui te permet de mettre les éléments sur les bons rails, tout simplement, quoi. Exactement. Exactement. Malgré tout ce que tu dis là, si tu devais mettre, grosso modo, ton top 3 de ce qu'on appelait, nous, investissement tout à l'heure, tu mettrais quoi dedans? Alors, aujourd'hui, dans mon top 3 investissements, je mettrais d'abord en priorité l'assurance vie en 1. Même ayant un faible rendement, c'est beaucoup plus attractif dans le sens de la cession après. Et aussi, une fois que tu conserves ton assurance vie 8 ans après, tu as beaucoup plus d'avantages au niveau fiscal. Donc, je mettrais en top. C'est 8 ans à peu près, oui, la durée de maturité pour l'assurance vie. D'accord. Et là, en deuxième position, je mettrais la bourse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la bourse est accessible à n'importe qui avec des faibles capitaux. Contrairement à l'immobilier où tout le monde veut aller, l'immobilier demande quand même d'avoir des apports, un apport assez conséquent pour pouvoir avoir un financement. Aujourd'hui, avec son... C'est ça, surtout si tu passes par le schéma classique qu'on connaît. Apport, crédit, achat. Oui. Le schéma classique. Aujourd'hui, il y a plusieurs schémas qui existent, d'autres schémas pour aller dans l'immobilier. Mais en prenant le schéma classique, l'apport, à peu près 10%. Imaginons. Si tu veux un bien à 100 000 euros, il te faut à peu près apporter 10 000 euros. Oui. Et derrière, on va te financer en contrepartie les 90 qui restent. Oui. Et ça, pour avoir 10 000 euros, en un mois, en 3 mois, c'est compliqué. Par contre, même avoir 100 euros... Même en un an pour certains, c'est pas évident. Même en un an, pour certains, c'est pas évident. Surtout les salariés aujourd'hui, constituer 10 000 euros en un an, c'est pas évident. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? La bourse, aujourd'hui, te donne la possibilité, avec 100 euros, avec 50 euros, d'investir, d'acheter des fractions, que ce soit des actions, des ETF, en tout cas des instruments financiers. Tu peux, avec 100 euros, 200 euros, 300 euros par mois, commencer à investir facilement. Et sur le long terme, je dirais sur 5 ans, sur 6 ans, tu verras les fruits de tes investissements. Mais pour tenir pendant ces 5 ans, Achille, on est d'accord qu'on va repartir encore sur la case de départ qui était la sécurité. Parce qu'entre-temps, si tu es en intercontrat, il faut bien que tu manges. Ouais. C'est pourquoi je disais les deux composantes, l'épargne de sécurité et l'épargne de croissance. Donc, la sécurité va te servir au quotidien en cas d'intercontrat et la croissance va te servir à moyen ou à long terme. Sur 3 ans, sur 4 ans, cet argent va travailler pour toi. Donc, voilà un peu les top 2 des invests, si tu veux. En résumé, l'assurance vie, ensuite mettre dans la bourse et après, derrière, on peut mettre dans l'immobilier. Donc, toi, tu mets l'immobilier un peu plus bas dans la chaîne, en fait. Parce que tout le monde a plus tendance à dire c'est la pierre, ça ne vieillit pas, c'est plus sécure. On commence toujours par la pierre, on dira ça comme ça. Oui. On commence par la pierre quand on a les moyens de sa politique. Ouais, c'est pas faux. Il faudrait quand même avoir un petit capital en apport, en fait, pour des banques, en fait, qui vont te suivre aussi ton projet derrière. C'est ça. Ouais. Il y a deux supports. Oui, vas-y. Oui. Je disais, sauf si tu arrives à mettre en place un excellent schéma au niveau de ton entreprise qui va te permettre automatiquement de réinjecter les fonds de ton entreprise où tu es en solo vers une société immobilière. Et ça, il existe des schémas. En fait,
Ouais. Tu as, oui, Exactement. vers laquelle tu vas acheter tes biens immobiliers sans passer en fonds propres, en fait, quoi, au final. C'est ça. Exact. Ouais. Bah, après, moi, je sais qu'il y a certains qui prennent un schéma qui est de dire, moi, j'ai mon entreprise informatique qui génère des sous. J'ai une Mhm. SCI à côté qui se charge d'acheter et de gérer des biens immobiliers pour moi. Et entre Oui. les deux, je crée ce qu'on appelle une holding Une holding. qui va être le Exactement. pont entre les deux, en fait, tout simplement. C'est le triangle. C'est le Le truc. triangle qu'il faut à un moment. Ouais. Est-ce que c'est viable, ce truc? Viable. Aujourd'hui, je ne saurais me positionner parce que pour l'instant, je n'ai pas mis le triangle en place. D'accord. Je suis en train d'aller vers ce schéma. Mhm. Et une fois, je pense, mes deux pieds dans le schéma, je pourrais tirer mes propres conclusions. On Mais fera déjà, la vidéo. pour les... Tu disais? On fera On la fera vidéo. Exactement, oui. Mais déjà, les amis qui sont là-dedans m'ont fait comprendre que c'est un très bon schéma, surtout pour transférer les actifs. D'accord. Donc, quand tu as de l'argent qui rentre dans ta boîte de freelance, si tu veux transférer cet argent, ok, faire circuler cet argent entre tes entités pour aller investir dans l'immobilier, c'est le meilleur schéma qu'il faut. Mais en termes de coûts, en termes de charges, parce que ça te fait passer d'une entreprise à trois entreprises au final, c'est plus le même, les mêmes charges, quoi. En gros, on augmente tes charges quelque part, non? C'est ça, il faut analyser avec ton expert comptable quels sont les avantages et les inconvénients. Moi, je suis en phase d'étude du schéma pour Mhm. comprendre comment ça fonctionne. Et si je trouve des avantages dans le schéma, ben, je vais l'implémenter rapidement. D'accord. Il y a deux supports dont tu n'as pas parlé. Oui. Je voulais t'entendre là-dessus et avoir ton avis là-dessus. C'est la crypto et le plan Hum. d'épargne retraite. Je pense que le plan d'épargne retraite est un très bon support d'investissement que nous recommandons à chaque fois aux personnes que nous accompagnons en coaching. Mhm. On a quatre cadrans dans l'épargne. Dans l'épargne que on a quatre cadrans, je disais, dans notre accompagnement. Le premier cadran, c'est l'épargne de sécurité. On dit toujours qu'il faut avoir de l'argent de côté pour sa sécurité financière. En cas de perte de contrat, en cas de perte d'emploi, s'il faut tenir 3 mois, tu dois avoir au moins 3 mois de côté, le temps de retrouver un nouveau client. Et la deuxième composante, c'est l'épargne de rendement, ce qui va aller travailler pour toi sur les marchés financiers. Mhm. La troisième composante, c'est l'épargne de projet. L'épargne de projet, ça peut être un projet IMO, un projet de lancer une entreprise. Et là, tu dois avoir de l'argent de côté pour pouvoir lancer cette entreprise. Et dernière composante, qui est pour moi à très long terme, c'est la retraite. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien que ça soit clair pour nous, on ne peut pas compter sur la sécurité sociale. On ne peut pas compter sur l'État. Si tu as la possibilité de créer ta propre retraite, il faut créer ta propre retraite parce que vivre avec 1800 euros à la retraite alors que tu avais un train de vie de 4000 euros, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Donc, du coup, il vaut mieux mettre en place des investissements qui vont financer notre retraite. Mhm. Et donc, cela commence en constituant un plan d'épargne retraite. Donc, on peut ouvrir un plan d'épargne retraite où on dépose des fonds dans l'optique que ces fonds nous servent pendant nos beaux vieux jours. Mhm. Et le support d'après, c'est la crypto. La crypto, aujourd'hui, je dis toujours, il faut aller étape par étape. Et surtout, ne jamais tester la profondeur de la piscine avec les deux pieds. Si tu n'es pas sûr de ta capacité de nage, si tu n'es pas un manoudou ou je sais pas un marchand, il ne faut pas tester avec les deux pieds. Donc, il faut aller petit à petit dans la crypto. Je dis toujours, sur le capital global, mettre à peu près 5 à 10% dans les cryptos pour tester, pour comprendre comment ça fonctionne. Et surtout, s'orienter vers des cryptos les plus stables. Stables, entre guillemets, je dirais plutôt vers les cryptos les plus matures. Oui. Parce que dans la crypto, il n'y a pas de stabilité. La fluctuation touche tout le monde, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum, toutes les cryptos sont sujets
ou soumis à la volatilité. Quand tu dis il faut investir, en fait, ce qu'on entend derrière souvent l'investissement, c'est surtout le terme discipline, en fait. Si tu n'as pas la discipline, tu ne peux pas y parvenir. Il faut la discipline pour y parvenir. Sans discipline, on ne peut rien faire. Oui. C'est quoi la discipline? Parce que, à la limite, j'ai envie de dire, discipliner, c'est se lever à 6 heures, regarder la bourse, vendre. C'est quoi la discipline? Qu'est-ce qu'on cache derrière discipline, en fait? Il y a 3 piliers si tu veux réussir en tant qu'investisseur. Et parmi les 3 piliers, tu as la discipline. La discipline, c'est quoi? De façon simple, la discipline, c'est se fixer une règle et respecter sa règle. Tout court. Je me suis fixé la règle de me lever tous les jours à 5 heures du matin. Que je sois malade, que je ne sois pas malade, je dois me lever à 5 heures. C'est ça la discipline. Oui. Quand tu commences à trouver des excuses pour te dire, bon, aujourd'hui, je vais me lever à 6 heures, bon, je peux me permettre de dormir encore jusqu'à 5h30, là, tu n'es plus discipliné. En termes d'investissement, quand tu te dis, par exemple, je me lance, je mets 10 000 euros de capital, ces 10 000 euros, je vais les laisser travailler pendant 5 ans. Et 5 ans après, je vais faire le bilan pour voir quel est le rendement que j'ai pu obtenir sur 5 ans. Tu fixes une règle d'investissement. Cette règle, si tu la respectes, tant que tu la respectes, tu es discipliné par rapport à tes investissements. Le jour où tu ne respectes plus ta règle, là, tu n'es plus discipliné. Admettons qu'un matin, tu te lèves et sur les 10 000 euros, tu es en perte de 30%. Tu perds à peu près 3 000 euros. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu paniques? Tu vends à perte ou est-ce que tu patientes pour attendre les 5 ans? Et c'est là où on va tester ta discipline. Et généralement, ta discipline va être testée par quoi? Par tes propres émotions. Comment tu vas gérer tes émotions au quotidien? Dans ce qu'on dit là, si tu n'as pas la discipline derrière, effectivement, ça va être très compliqué d'arriver à obtenir des résultats, bien sûr. Maintenant, il y a donc cet état d'esprit-là qu'il faut avoir. Comment on a le mindset ou on ne l'a pas, quoi? Comment on le fait? Comment on le travaille? Comment on le construit? Ok. Le mindset, pour moi, c'est un muscle. C'est un muscle que tu peux travailler. Au début, tu n'as pas cet état d'esprit. Pour avoir cet état d'esprit, tu as besoin de cultiver cet état d'esprit. Et cela passe par la lecture, par l'écoute des podcasts. Tu vois, par exemple, le podcast que nous sommes en train de faire, et en regardant les vidéos, en suivant des formations, des coachings. C'est comme ça qu'on arrive à développer notre état d'esprit. Le rapport qu'on a avec l'argent. Et donc, cela va commencer par faire un premier travail qui est d'identifier les croyances qu'on a par rapport à l'argent. Une fois qu'on a identifié les croyances, et j'ai envie de dire les mauvaises croyances qu'on a par rapport à l'argent, on va travailler maintenant pour aller développer des nouvelles croyances. Ouais. Et on va aussi faire un examen sur les habitudes. Ok, les habitudes qu'on a. Par rapport à ces habitudes, on va aller développer des nouvelles habitudes. Et je vais prendre un exemple concret. J'ai pour habitude à chaque fois que je gagne de l'argent ou que je touche de l'argent, le premier réflexe qui me vient, c'est de dépenser. Ça, c'est un schéma. C'est une habitude qui est ancrée pendant des années. Il faut maintenant faire le travail d'aller modifier cette habitude. Pour dire, à chaque fois que je touche de l'argent, premier réflexe, je mets une partie de côté. Et là, tu commences à travailler ton mindset. Tu commences à changer tes habitudes. Et ça va prendre, il y a des habitudes qui vont prendre 3 ans, 4 ans avant de partir. D'autres, au bout de 21 jours, au bout d'une semaine, tu changes l'habitude. Et je dis toujours, on ne change pas vraiment d'habitude, on remplace les habitudes. Si tu étais habitué à consommer des frites pour éviter que tu consommes à chaque fois des frites et prennes du poids, par exemple, tu peux remplacer les frites par des carottes.
Tu conserves ton habitude alimentaire qui est de grignoter, par exemple, à 16 heures des frites, mais au lieu de grignoter des frites, tu commences à grignoter des carottes. Tu vois, on change juste l'habitude. Donc, en gros, là, tu dis, moi, je change mes habitudes, comme je pourrais les changer pour mon quotidien, mais je l'applique à mes finances, principalement, parce que ça C'est qui ça. m'intéresse ici pour le coup. Et donc, Oui. quelle est, pour toi, la bonne durée sur laquelle il faut s'appuyer pour commencer à avoir des fruits de ces investissements? Ah, pour ces investissements, la bonne durée pour avoir des fruits, je vais prendre le cas de la bourse. Lorsqu'on investit en bourse, sur le mois, tu seras perdant quasiment. Sur le Et mois. quand je dis perdant, sur le mois, oui. Sur le mois, tu seras perdant, c'est sûr. Pourquoi? Parce que la bourse va fluctuer à chaque fois. Mhm. Si tu restes sur une année, tu vas déjà commencer à avoir un peu de résultats, mais ça sera encore très timide. Quand tu prends la bourse sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, il a été démontré que sur une très longue période, il est difficile de perdre son argent. Par contre, lorsqu'on vient avec des objectifs à court terme ou à très court terme, généralement, on fait beaucoup plus d'erreurs. Et là, on risque de perdre son argent. Donc, pour voir ces investissements fructifier, il faut se donner à peu près, en bourse, donne-toi 2 ans à 3 ans déjà pour faire un premier bilan. Ouais. Et ça va paraître long pour certaines personnes. Oui, mais 2 ans, 3 ans, c'est très long. Parce que les gens veulent... nous sommes dans une société où on veut de l'instantané. Tu C'est vois? ça. C'est Il ça. y a qu'à voir, le nombre de voitures dans le drive McDo à midi. On veut de Mais pas- l'instantané. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on n'a pas le temps. Mais sauf que de l'instantané aussi a un impact sur notre santé. En fait, on n'a pas beaucoup de temps. On pense qu'au final, il faudrait rapidement manger pour aller reprendre ce qu'on faisait, quoi. C'est ça. Exactement. Et si tu viens avec le même principe dans les finances, bah, tu risques de perdre de l'argent. Parce que l'impatience va te faire des choses qui vont être pour toi euh, pas un avantage, mais plutôt des inconvénients en termes de risque. En termes d'erreur, là, à quel niveau, ou bien comment tu classifies la non-discipline et l'impatience, en fait? Qu'est-ce qui est plus impactant négativement, bien sûr, que l'autre? Je préfère manquer de discipline Mhm. que être impatient. OK? Parce que pour moi, la patience est fondamentale en Mhm. investissement. La patience est fondamentale. Pourquoi? Prenons le cycle de l'arbre. Entre le moment où tu plantes l'arbre et le moment où tu commences à récolter les fruits, il se passera des années, il se passera des mois, il se passera des semaines. Tu vois? Les gens arrivent avec l'idée de l'instantané, comme je disais. Donc, pour moi, la discipline peut se développer au fil du temps, au fil des années. Mais l'impatience, quand tu es impatient, ça, c'est une autre maladie, en fait. Si tu es impatient, c'est une autre maladie. Maintenant, la discipline est très importante pour réussir à avoir ce qu'on veut. Quand je prends les Oui, deux, là, je les mets ensemble. euh, oui. Il y a une question qui me vient comme ça à haute voix, c'est de dire, est-ce qu'il peut arriver que Mhm. je corrige ces deux-là, en gros mon Oui, impatience, et je mets une discipline en place, mais j'échoue quand même. oui, c'est possible. C'est possible que Pourquoi? tu corriges ta discipline, que tu sois patient et que tu échoues. Pourquoi? Parce qu'il te manque une troisième composante. Tu Laquelle? vois? Donc, je parlais de 3 piliers pour l'investisseur. Le premier pilier, c'est la discipline. Le Mhm, deuxième pilier, c'est cette patience que tu vas mettre. Et mhm. le troisième pilier, c'est la vision. D'accord. Donc, si tu n'as pas une bonne vision, et cette vision qui va te permettre de bâtir une stratégie cohérente d'investisseur, tu peux échouer. Factuellement, là, factuellement, Oui. en termes comment ça, de vision, j'ai envie de te dire Mhm. très basiquement, la vision de quelqu'un qui investit, c'est de gagner plus, quoi. C'est ça, oui. De manière très simple, la vision de quasiment tout le monde, peu importe l'angle par lequel, ou bien le chemin par lequel on passe, aussi droit ou aussi sinueux qu'il peut l'être, l'objectif Mm. au final, c'est de vivre mieux, de gagner mieux, c'est tout, quoi.
Oui. Mais du Mais coup, aujourd'hui, oui, vas-y. et du coup, euh, est-ce que le chemin pardon, à emprunter dépend des aspirations de chacun, de l'historique de chacun, de la vie de famille de chacun, ou alors il faut essayer plusieurs combinaisons pour trouver son bon chemin? Deux fois, il faut tâtonner pour trouver son bon chemin. Deux fois, il faut essayer plusieurs combinaisons pour trouver le bon chemin. Sachant qu'on parle d'argent, hein, parce que quand tu essayes, tu perds. C'est ça. Exactement. Mm. Exactement. C'est pourquoi il y a la phase d'apprentissage. Mhm. Dans la phase d'apprentissage, lorsque tu es néophyte, tu commences, tu débutes, tu as la phase d'apprentissage. Et c'est là où tu vas perdre beaucoup plus d'argent. Ouais. Mais ça fait partie des enseignements que tu auras pour l'avenir. Il faut que tu commences à perdre un peu d'argent. Mieux vaut perdre un peu d'argent quand tu débutes que d'en perdre des masses quand tu es expérimenté. Mhm. Et ça, tu vas prendre ça dans le cas plutôt de l'apprentissage. Mhm. Maintenant, tu disais, la vision de celui qui investit, c'est de gagner de l'argent. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus un souhait. D'accord. Gagner de l'argent, pour moi, n'a jamais été une vision. C'est un souhait. Ok, mais bien sûr. Ah oui, tu as bien Parce que, raison. Tu as bien raison. parce que tu souhaites gagner de l'argent. OK, mais Mm. à quelle hauteur? Quel est le palier que tu vises? Tu vois, Mhm. la vision Mhm. va être un peu plus claire pour dire, moi, je veux, dans 5 ans, passer de 100 000 euros à 500 000 euros de patrimoine. D'accord. Là, c'est plus spécifique, c'est plus clair. Et cette vision va te permettre de mettre en place une stratégie par rapport à ton objectif qui est de faire progresser ton patrimoine à 500 000 euros. Maintenant, de ce que tu dis là, euh, euh, il faut avoir sa bonne discipline. Mais toi aussi, comme je te disais, je t'ai rencontré moi sur TikTok en fait. Euh, Mm. Quelle est la place des réseaux sociaux et de TikTok en particulier dans l'évolution de ton activité? Ou bien dans ton business, quoi, tout simplement l'actu de ton business. Très, très bonne question. Très bonne question. J'ai partagé, je crois que c'était la semaine dernière, je faisais un live là-dessus. Je disais au début, même en introduction, je te disais, j'ai beaucoup traîné sur Facebook. Mhm. Beaucoup traîné sur Facebook, sur Instagram. J'ai essayé YouTube. Au premier, ça n'a pas marché. Là, je suis en train de refaire un autre compte pour revenir encore en force sur YouTube. Juste une parenthèse. Pourquoi tu dis que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que tu fais dire que ça n'a pas marché? Quel est Ce qui dit, ton KPI qui dit en gros que ça n'a pas marché, voilà. en gros, ça n'a pas marché parce que je n'avais pas de stratégie. Mhm. Je suis venu comme un aventurier. Je voulais faire développer une chaîne. Mhm. Et au bout de quelques années, je stagnais autour de 1000 abonnés et Mhm. j'ai fermé la chaîne. D'accord, Mais c'est parce d'accord. que je ne savais pas ce que je faisais. Oui, d'accord. Honnêtement, je n'avais pas de clarté. Aujourd'hui, avec le recul, avec tout ce que j'ai comme mindset aujourd'hui, je sais maintenant comment attaquer ce marché. D'accord, ok. Je vois mieux. Ok. Et pour revenir sur TikTok, Mhm. l'impact de TikTok dans mon activité, selon moi, le TikTok aujourd'hui est la plateforme idéale pour faire exploser un business. Peu importe le secteur Pourquoi? d'activité. Peu importe le secteur d'activité. Mhm. Pourquoi? Parce que sur TikTok, on ne dort pas. C'est ce que m'a fait remarquer ma femme. Comment ça, on ne va? Ma, ma femme m'a fait remarquer que sur TikTok, les gens ne dorment pas. En fait, TikTok, c'est à n'importe quelle heure, tu Il te y a toujours des lèves, gens. fais l'expérience Il y Achille, a toujours des tu gens te dessus. lèves, tu trouveras des gens dessus. Tu Mhm. trouveras des gens en live. Ouais, parce que moi, je commence souvent à 5h du matin. Quand tu commences à 5h du matin, si tu regardes ton téléphone, il y a des lives qui sont TikTok. Les gars, vous ne dormez pas, oui. Toujours. Même à Mais... 2 heures du matin, à 3, à n'importe quelle heure, tu te connectes, ils sont là. Mhm. Mhm. Donc pour moi, c'est une plateforme des gens qui ne dorment pas. Mhm. Maintenant, sur cette plateforme-là, tu as beaucoup de monde. Avant, les gens me disaient oui, mais tu as du monde, mais tu C'est n'as pas pas de qualitatif. prospects qualifiés. Oui, c'est pas Oui, qualitatif. mais non. En gros, pour moi, c'est une connerie. Mhm. Pourquoi c'est une connerie? Parce que les prospects qualifiés viennent par rapport au message que toi tu as. C'est ta stratégie de contenu qui va faire le filtre. Bien sûr. Hein. C'est pas à TikTok de faire le filtre. TikTok, c'est vrai qu'il y a 80% des gens peut-être qui vont venir pour danser, mais dans les 20% des gens sérieux là, ou même dans les 80% des danseurs, tu peux aller prendre des prospects qualifiés. Qui te dit que celui qui danse n'a pas un compte bancaire garni?
C'est possible qu'il ait un compte bancaire garni et qu'il passe son temps à danser sur TikTok. Donc, tout va dépendre des objectifs que chacun vient chercher sur TikTok. Mais... Moi, aujourd'hui, TikTok devient mon canal numéro 1 d'acquisition client. Hors pub. Ah bon? Ah bon? Hors publicité. C'est quoi ta stratégie? Moi je veux copier. Hein. Tu vois, hors publicité, aujourd'hui, en organique, en organique, TikTok devient ma première plateforme d'acquisition client. En fait, organique, mon calendrier, tu publies du contenu, les gens viennent te voir en te disant qu'ils veulent plus d'informations par rapport à ce que tu avais dit, quoi, sans que tu n'allais pas. Exactement. En gros, si tu veux, j'ai du contenu organique qui tourne. Ce contenu ramène des gens vers des tunnels de vente. Et sur ces tunnels de vente, soit on achète le produit directement si c'est un produit qui ne coûte pas cher, soit tu passes par un appel stratégique pour pouvoir intégrer, par exemple, un programme d'accompagnement. Oui. Et aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi, j'ai tourné sans pub Facebook. Juste avec des vidéos que tu postais sur TikTok. Juste avec des vidéos TikTok, mon calendrier est rempli tous les jours. Tu vois, mon calendrier est rempli tous les jours. J'ai des prospects qui entrent en automatique, sans pub. Et du coup, là, ça veut dire que vraiment sur TikTok, là, juste en publiant tes vidéos tout le temps, tu arrives à choper du monde. Exactement. Maintenant, il faut mettre en place une bonne stratégie. Tu vois, c'est pas n'importe quelle vidéo qui va te ramener du monde. Il faut mettre en place une stratégie de marketing de contenu qui te permet, toi, d'apporter une première valeur aux gens. Oui. Et ensuite, derrière, que ces personnes-là viennent vers toi tout en passant par un filtre. Parce que si tu reçois aussi tout le monde, au début, je recevais tout le monde. À un moment, je me disais, bon, ça ne sert à rien, en fait, parce que je reçois beaucoup de prospects, mais il y a beaucoup de prospects non qualifiés. Et du coup, on a mis en place un process avec un filtre. D'accord. Donc, aujourd'hui, quand je vais prendre l'exemple simple. Quand tu passes par une vidéo, tu regardes une de mes vidéos qui te pousse vers ma bio. Sur ma bio, tu as plusieurs offres. Si tu veux, par exemple, un accompagnement bourse, tu vas aller sur ma bio, sur le Linktree qu'il y a, tu prends Bourse Starter. Sur Bourse Starter, une fois que tu cliques dessus pour réserver ton créneau, on va d'abord prendre le temps de te poser des questions. On va te poser des questions stratégiques pour valider ton profil. Oui. Et ça, c'est le premier filtre. Oui. Par exemple, tu as combien en épargne, est-ce que tu arrives à épargner? Parce que si tu n'as pas d'épargne, ça ne sert même pas de venir investir. Donc, une fois qu'on a fait ce premier filtre, si tu passes ce filtre, tu viens en entretien stratégique avec moi. Et en entretien stratégique, on va discuter de tes objectifs. On va comprendre c'est quoi tes objectifs, ton horizon d'investissement. On va te faire un test pour ton profil de risque, pour voir le profil de risque que tu as. Et en même temps, nous sommes en train d'affiner pour valider ton profil. Ce n'est qu'après avoir validé ces étapes qu'on te parlera de notre offre d'accompagnement. Ça te permet d'avoir un lead vraiment qualifié cette fois-là, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Et je pitch l'offre. C'est ça. Je pitch l'offre que devant le lead ultra qualifié. Ouais. Ça te permet de ne pas avoir tout le monde d'un coup et puis de te retrouver en train de faire le tri encore au téléphone, quoi, j'aime dire. Exactement. Ouais. Et du coup, comme tu es sur TikTok aujourd'hui, tu as abandonné les autres ou bien c'est toujours dans la même veine? J'ai toujours Facebook qui tourne en parallèle avec TikTok. Ouais. Instagram, j'avoue que j'ai un peu abandonné. Ouais. Je suis en train de mettre en place une nouvelle stratégie et je vais déléguer Instagram à un community manager qui va gérer Instagram. Comme ça nous laisse, on va se concentrer moi, je vais me concentrer en direct sur TikTok et je vais me concentrer sur YouTube. Parce que moi, je te pose la question parce que moi aussi, c'est un peu le process ou bien le tunnel que moi j'ai aussi, grosso modo, c'est de la vidéo, la publication, ou bien l'extrait de cours que je mets sur TikTok. Et l'idée, c'est donc derrière de discuter avec des gens, en fait. La question, moi, que je dis, c'est quelle est l'importance des lives aussi par rapport aux vidéos que tu publies comme ça? Oui, le live joue un rôle fondamental dans la stratégie globale. La vidéo, tu l'as enregistrée, c'est un très bon actif qui va travailler pour toi 24 heures sur 24. Oui. Tu dors, la vidéo travaille.
tu es debout, la vidéo continue à travailler. C'est un très bon esclave. Par contre, la vidéo ne suffit pas pour créer ce qu'on appelle la confiance. Et surtout, affirmer ta crédibilité. Et pour cela, tu as besoin du live. D'accord. Et le live va venir compléter la stratégie globale. Parce que n'oublions pas, le but global de tout ce que nous sommes en train de faire et même de ce podcast, c'est le cash, c'est l'argent. On veut générer de l'argent. Et pour cela, on met en place une stratégie globale. Et une fois que tu as cette partie live pour affirmer ta crédibilité et aussi renforcer la confiance auprès de tes prospects ou de tes leads qui vont demain se transformer en prospects. Et ces personnes, une fois, vont venir. Moi, aujourd'hui, la majorité des gens qui viennent en coaching, qui m'ont suivi sur TikTok, les vidéos, sont passés soit par un live et sont montés dans le live et m'ont posé des questions en direct. Ces personnes se transforment naturellement en clients. Ouais, parce que grosso modo, quand il fait ça, c'est qu'il a vraiment montré son intérêt, en fait, tout simplement, quoi. C'est ça. Il a montré son intérêt et puis c'est plutôt intéressant pour toi aussi, bien sûr. Du coup, encore merci pour le temps que tu prends pour nous, là. On tire tout doucement vers notre échange. Moi, j'ai compris maintenant que si on veut te trouver, on va te chercher sur TikTok. Tu es toujours là. Tu bouges pas beaucoup. Je bouge pas. Je bouge pas pour l'instant. On est là sur TikTok. Tant qu'on ne bloque pas cette plateforme, on va l'exploiter pour faire tourner notre business. D'accord. Quand est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'il est tard d'investir, pour investir, pardon? Il n'est jamais trop tard, en fait. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour investir. Je dirais, il est trop tard de ne pas apprendre. De ne pas apprendre. Donc, pour toi, la clé, c'est dans la formation. De ne pas apprendre. Oui. Il faut plutôt apprendre et commencer. Parce que de toute façon, il faut commencer à investir maintenant. Peu importe. Au moment où tu as la prise de conscience, c'est là où il faut commencer. Immédiatement. Parce qu'on va t'excuser les années d'ignorance. Mais on ne va jamais te pardonner pour les années où tu as procrastiné parce que tu avais l'information. Quand tu dis en même temps, tu ne vas pas te pardonner, quoi. Même toi, tu vas te dire... C'est ça, exactement. Ouais. Donc, je peux me pardonner mes années d'ignorance. Je ne savais pas que c'était possible. Maintenant que je sais que c'est possible, une fois que tu as regardé ce live, tu sais que tu peux investir avec 200 euros, avec 100 euros. Demain, qu'est-ce que tu fais? Quelle est l'action que tu vas poser? Donc, en gros, il n'est jamais trop tard. Ouais. Il n'est jamais trop tard. Il faut commencer dès que tu as une prise de conscience. Passe à l'action. Et ne perds surtout pas le temps. Bon. Merci beaucoup, Eudes. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser que je ne t'ai pas posée? Je dirais, il y en a beaucoup. Après, tu sais, ça fait 1h10 qu'on parle. Si on peut rester là 2h, 3h du temps. Le sujet est tellement passionnant. Ouais. Une des questions que je reçois souvent, c'est quel est le lien entre mon parcours d'avant, donc disons le lean, et ce que je fais aujourd'hui. J'ai envie de te dire une parenthèse en fait. Du coup, quand on te dit, je complète un peu la question que tu reçois, c'est l'interrogation que les gens ont aussi. Et toi qui viens de l'industrie, tu parles de finance, est-ce que tu n'es pas un charlatan quelque part? Exactement. Exactement. Mais sauf que, comme je dis toujours, il y a une différence entre un conseiller en investissement et un coach en investissement. Toi, tu es plutôt la deuxième catégorie. Exactement. Je suis plutôt un coach en investissement. Et aujourd'hui, on manque de coach en investissement. On a beaucoup de conseillers en investissement. Parce que conseiller en investissement, c'est un métier. Le métier consiste à quoi? Tu as un client qui est en face. Par rapport au patrimoine du client, tu donnes des conseils d'investissement pour dire au client, on va faire tel placement, on va mettre là. C'est comme un gestionnaire de patrimoine. Par contre, le coach va avoir une nouvelle... J'ai envie de dire, c'est une nouvelle discipline. J'aime comme le patron de Trade Republic, il dit le coach financier aujourd'hui, c'est une nouvelle discipline en fait.
Pourquoi? Parce que le coach, son rôle, c'est quoi? C'est de discuter avec le client, de poser les bonnes questions au client pour créer des déclics. Ouais. Et ça, le conseiller financier ne le fait pas. D'accord. Tu peux aller voir un conseiller financier, il va te dire, mets 70% de ton épargne dans tel actif, on va mettre 40% ici, on va mettre 10% ici, tiens, allez, signe. Hop, hop, tu signes. Tu sors de là, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Par contre, le coach, il va plutôt t'emmener progressivement d'un point A vers un point B pour que tu comprennes ce que tu es en train de faire et surtout que tu prennes toi-même tes propres décisions d'investissement. Ah, je vois. C'est pas moi qui décide à ta place, mais c'est Ouais. toi qui prends tes propres décisions d'investissement. Je te donne les outils pour choisir toi-même, quoi. Exactement, je te donne les outils pour que tu choisisses, que tu définisses toi-même ta propre stratégie d'investissement. C'est pourquoi je ne conseille pas en investissement. D'accord. J'accompagne, je coach pour que tu prennes tes propres décisions. D'accord, je comprends bien ce que tu veux dire. Moi, je vais finir par deux petites questions là vite fait. OK. Quel outil ou ressources, en plus de tes vidéos, bien sûr, sur TikTok, tu pourrais recommander en fait à toute personne qui nous regarde encore jusqu'à présent? Alors, comme outil ou ressources que je peux recommander, dans un premier temps, on va commencer par des livres. Mhm. Pour une personne qui veut aller plus loin dans la gestion, c'est un gros problème aujourd'hui. C'est un vrai gros problème. C'est pourquoi on va commencer par le livre. Parce que si tu ne lis pas aujourd'hui, j'ai un frère, c'est Valère, je pense qu'il dit ça, Valère Bélias, de Argent Livre, qui dit souvent que lire des livres délivre. Tu vois, il fait un peu ce jeu de mots pour dire lire des livres délivre. Donc, plus tu lis, plus tu as ta délivrance qui arrive. Ouais. Le livre que je peux recommander déjà, c'est le livre de George Clason. C'est un livre simple, facile à lire. C'est L'homme le plus riche de Babylone. Ouais. L'homme le plus riche de Babylone, pour moi, c'est un magnifique livre dans le sens où c'est une histoire et c'est très captivant. Et dans l'histoire, on prend des leçons à chaque fois qu'on avance. On tire des leçons et ces leçons vont nous servir de fondement pour notre croissance financière. Et deuxième ressource que je peux recommander, ce sont les podcasts. Il y a une richesse dans les podcasts. Moi, je dis souvent les podcasts, c'est un peu les nouveaux livres. Oui. Si tu veux pas passer ton temps à lire ou d'écouter la musique, tu mets un podcast, tu l'écoutes en fait, tu comprends comment un expert résume ses connaissances et son parcours, c'est impressionnant, quoi. Exactement. Et c'est un outil aujourd'hui que moi j'utilise beaucoup dans ma stratégie de croissance personnelle. Le podcast, j'en consomme tous les jours les podcasts. Je trouve toujours 1 heure pour écouter un podcast. Ah ben moi, dès que je démarre ma voiture, il y a un podcast qui suit derrière. Donc... Voilà, c'est la meilleure stratégie, tu vois, tu as compris le jeu. Le jeu, c'est de prendre le moment où tu es en train de faire quelque chose qui ne t'apporte pas de la valeur, compense en créant de la valeur. Donc, tu as 45 minutes de route en voiture, au lieu d'écouter de la musique, tu mets un podcast. C'est ça. Tu mets un podcast. Donc, le livre en premier, le podcast en deuxième, et après, derrière, la formation, le coaching. Ouais, bien sûr. Quelle est l'erreur que tu penses qu'il faut éviter aujourd'hui pour terminer notre échange? L'erreur, s'il y a une qu'il faut éviter. Alors, l'erreur à éviter aujourd'hui, c'est de se lancer dans des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est de se lancer dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Rien que cette semaine, j'ai eu 2 cas d'arnaque. Des gens, il y a une qui a perdu 1 600 € et l'autre qui a évité de justesse. Parce que la personne m'a écrit au bon moment. J'ai vu la proposition d'investissement qu'on avait formulée à cette personne. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. C'était une arnaque. Et j'ai pu éviter 1 cas sur 2. Mais il y a la première personne, je n'ai même pas pu analyser la proposition d'investissement qu'elle avait déjà mis 1 600 €, qu'elle a déjà perdu de l'argent. Donc, éviter au maximum. Tu disais? Il y a beaucoup qui font des offres mirobolantes pour attirer du monde assez facilement. Hein. Exactement. Ça n'agit que sur les personnes cupides.
Je te dis, de toute façon, le schéma est simple. Ces personnes savent que 80% des gens ne vont pas les suivre. Mais les 20% de cupides vont suivre. Ce sont des stratégies comme un peu l'hameçonnage, toi qui es dans l'informatique. On te jette l'hameçon, après, bah, il y a 10% des gens qui vont ouvrir le fichier. 90% sont avertis, ils savent que je ne peux pas ouvrir ce fichier d'une source inconnue. Donc, évitez au maximum de vous lancer dans des trucs que vous ne maîtrisez pas. Tout le monde parle de crypto, tout le monde veut investir dans la crypto, tu ne connais pas les bases, tu veux mettre ton argent. Non. Si tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, prends le temps de te former. Et je veux reprendre la même citation. Ne mesure pas la profondeur de la piscine avec tes 2 pieds. Commence avec 1 pied. Si c'est profond, sors tes pieds. C'est sûr que là, tu vas pas aller très loin dans la piscine si tu commences avec 1 pied. Hein. C'est ça, exactement. Tu vas pas aller très loin dans la piscine si tu commences avec 1 pied. Bon, ben merci beaucoup encore, Eudes, pour le temps que tu m'as consacré là. Merci pour tous tes enseignements et pour toutes tes richesses. Moi, je repars avec 3 principaux éléments. Hein. Le tout premier, c'est l'assurance vie. Le second, c'est la bourse. L'immobilier ensuite. Les 3 piliers les plus importants pour se lancer dans la diversification de ses revenus, quoi. Exactement. Exactement. Et surtout, un conseil, ça serait de ne pas trop diversifier au début. De se concentrer sur un d'abord pour maîtriser ce exactement, qu'on a d'abord. Exactement, oui. Parce qu'on nous dit qu'il faut diversifier, mais après, on va dans tous les sens et on perd un peu d'énergie et de focus. Bon, merci. Merci encore. Hein. Merci Achille. Merci vraiment pour cette invitation. Et pour toutes les personnes qui nous suivent sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, nous sommes présents sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Si vous avez besoin d'un coaching, vous pouvez aller directement sur notre site internet eudjembo.com et vous allez sur l'onglet coaching, vous réservez votre créneau. C'est 45 minutes d'échange, qu'on offre gratuitement pour faire le diagnostic de votre état financier. Et après, derrière, voir s'il y a la possibilité qu'on travaille ensemble ou pas. Moi, je dirais Eud Mindset sur TikTok. Sur TikTok, c'est ça. Eud Mindset. Il n'y a pas... Il ne faut pas vous louper, en fait. Quoi. Okay. Merci encore. Merci, Achille.